Bonjour à tous et bienvenue lors de cette journée de colloque. Bienvenue et merci d'y avoir répondu présent. Vous êtes bien sûr pour une partie présent ici physiquement. L'essentiel de l'auditoire est, euh, est- est par Zoom et donc du coup je remercie également les personnes que nous ne voyons pas mais qui sont bien présentes. Merci également aux intervenants d'avoir répondu présent pour cette deuxième journée. Il s'agit bien d'une deuxième journée. La première était l'année dernière à peu près à la même période et la thématique était autour des trans et des présences, de la notion de présence. À noter que cette journée de colloque est adossée donc à un enseignement sur Paris 8 qui est celui du DU et du DSU, études des trans et des états de conscience modifiés, qui est le premier enseignement francophone autour de cette thématique, organisé notamment par le laboratoire psychopathologie et processus de changement de cette même université de Paris 8. Et puis pour cette journée, cette année, nous nous sommes associés avec le laboratoire Interpsy de l'université de Lorraine, également les éditions Duno, et puis le centre Hypnosia, qui est un centre de formation en santé. Je vous ai mis un QR code qui va vous permettre de retrouver sur la chaîne YouTube du laboratoire, du LPPC, les communications de l'année dernière, de cette première journée sur trans et présence. Et les interventions de cette année seront également sur cette même chaîne du laboratoire, en tout cas pour les intervenants qui accepteront d'y figurer. Parfois, il est vrai que les données sont un peu nouvelles, non encore publiées, donc il peut y avoir un petit délai qui peut s'organiser, mais en tout cas sur cette chaîne, vous retrouvez les communications qui vont être faites. Je citais à l'instant les éditions Duno. Je profite donc de cette communication pour vous signaler la parution d'un ouvrage, le Grand Livre des Trans, donc aux éditions Duno, que j'ai eu le plaisir de coordonner et auquel ont contribué une cinquantaine de praticiens, également de chercheurs. C'est le premier livre francophone interdisciplinaire sur la question des trans et des états non ordinaires de conscience. Il vient de paraître, un certain nombre d'auteurs sont dans cette salle, et avec donc une volonté de pouvoir discuter, échanger sur la définition, les caractéristiques, les savoirs pluriels que l'on a à propos des trans, les nombreuses questions qui restent aussi. Et puis pour les applications pratiques, on s'est essentiellement centré sur l'activité thérapeutique, les modalités thérapeutiques en lien avec les trans. Pour cette communication, je vais parler donc de l'hypnose, puisque lorsque s'est posée la question de la phénoménologie des trans, l'hypnose étant notre modèle privilégié en Occident de compréhension des trans, la transhypnotique, c'est au travers de l'hypnose que l'on va approcher cette question de la phénoménologie des trans. Avant de rentrer pleinement dans le sujet, je fais un petit pas en arrière, simplement pour rappeler que le terme de trans est finalement un terme assez ancien. Vous savez qu'il a deux acceptions différentes. Il veut dire à la fois le passage, mais il a aussi à voir avec la question de la mort, de la fin de quelque chose. L'expression être transi de froid, par exemple. Donc c'est une étymologie particulière, assez ambivalente, et puis elle est utilisée donc depuis le XIXe siècle dans notre culture, d'abord par le champ de l'anthropologie, qui est le premier domaine scientifique à s'y être intéressé, avec des pratiques culturellement situées, comme les pratiques de chamanisme, de possession. L'approche est plutôt naturaliste, évidemment scientifique. Et dans un deuxième temps, la psychologie va s'y intéresser également. C'est-à-dire que la psychologie va s'intéresser à ces états de conscience modifiés qui mobilisent à la fois le psychique, le corporel, la spiritualité, euh, via donc cette pratique que j'ai citée, qui est la pratique de l'hypnose en particulier. On est là globalement à l'articulation entre le 19e et le 20e, et il y a eu de très jolis écrits sur la façon dont la psychologie, la psychopathologie et l'hypnose se sont nourris du point de vue scientifique à ce moment-là de notre histoire. Et puis évidemment avec l'éclosion de ce que l'on va appeler l'approche ethnopsychiatrique,
Et je suis particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui l'ami Toby Nathan pour une intervention cet après-midi, puisque comme chacun sait, Toby est la personne qui non seulement a porté avec quelques autres sur les fonds baptismaux cette notion d'ethnopsychiatrie, mais qui l'a fait vivre, et quand je dis qu'il l'a fait vivre, c'est pas simplement qu'il la cite, mais il continue à la nourrir de façon importante. Et donc via l'ethnopsychiatrie, évidemment, la question des trans va également être présente. Et enfin, le troisième larron, si je peux m'exprimer ainsi, dans le domaine des sciences, qui va s'intéresser à la question de la trans, vont être les neurosciences. Évidemment, la question de la conscience, qui est aussi une thématique assez récente. Et les neurosciences vont aller un peu plus loin, ou en tout cas vont ouvrir d'autres questions sur la façon dont, là aussi, un organisme, c'est-à-dire, c'est pas simplement un cerveau, hein, c'est vraiment l'organisme réagit, est influencé, produit des choses à l'aide de la transe, et de quelle façon, en fonction des différentes formes de transe que l'on va étudier ou que ces recherches étudient. Concernant notre laboratoire et dans quelques autres également, on travaille à partir de cette définition des trans que j'ai proposée à la suite de travaux que l'on a menés dans le groupe de recherche interuniversitaire sur l'étude des trans. La définition des trans sur lesquelles on travaille est la suivante. La trans est un état de conscience modifié qui inclut un élément de brusquerie. Brusquerie veut dire qu'il y a quelque chose qui s'impose, il y a une dimension de soudaineté qui va être là, mais il y a aussi quelque chose qui va vraiment, oui je le répète, s'imposer, et finalement sortir la personne un peu de l'endroit où elle se situait, être délogée finalement de ce que l'on est en train de vivre. C'est ça que veut dire cette notion de brusquerie. Donc il y a un élément de brusquerie qui va être présent, autrement dit un événement qui fait perdre les points de repère habituels de la personne en bousculant ses sens, c'est-à-dire sa façon de percevoir la réalité, le plongeant dans un ressenti inhabituel, atypique, transitoire. Cet événement peut être soudain ou bien anticipé, unique ou bien répété, relevé de circonstances normales ou pathologiques, mais dans tous les cas de figure, et ça vraiment la recherche incite à suivre cette notion-là, en tout cas la démontrer, c'est le sujet lui-même qui peut décrire l'état de transe dans lequel il est plongé. Donc on part de cette définition pour vraiment étudier ce dont il va être question, notamment aujourd'hui, c'est-à-dire la question de la transe. Il y a une grande variabilité, bien sûr, d'une transe à l'autre, hein, même si on a pu penser à un moment donné qu'il n'y avait que la transe hypnotique. Il y a bien sûr d'autres formes de transe qui existent, elles sont très nombreuses. Une forme de transe va varier selon le contexte ou le pré-contexte, la façon dont elle est annoncée. Il va y avoir une variabilité également individuelle, c'est-à-dire que des facteurs individuels, des dimensions individuelles, des traits de personnalité vont faire varier la façon dont la transe va être vécue. Donc il y a à la fois des éléments culturels qui vont maquiller la transe d'une certaine façon, mais aussi des données individuelles. Et puis, il y a des dimensions également interrelationnelles. Alors, ça peut être le cas d'un praticien avec son patient, par exemple, dans la situation de rêve éveillé, dans les respirations holotropiques, en hypnose bien évidemment. Ça peut être également la question du groupe, et là aussi j'aurais pu citer la respiration holotropique, mais d'autres pratiques qui existent également. En tout cas, en fonction de la nature et de la façon dont un lien va être tissé à l'autre, au praticien ou bien au groupe, c'est-à-dire aux personnes qui participent du même moment de transe qui va être vécu, eh bien la phénoménologie ne va pas être la même. Donc les phénoménologies vont être fonction du contexte ou des éléments qui annoncent le contexte de la transe, de l'individualité et de la notion de l'interrelation. Comme je disais tout à l'heure en introduction, c'est par la question de l'hypnose et en particulier de la profondeur de l'hypnose que, en Occident, pour dire les choses un peu rapidement, dans notre culture en tout cas, on va s'intéresser à la phénoménologie des trans. Donc c'est basiquement ce que l'on appelle l'hypnose profonde, hein, ou la question de la profondeur en hypnose. Je vous signale la parution l'année dernière d'un ouvrage que j'ai également coordonné avec mon ami et praticien Daniel Goldschmidt, qui s'appelle Comprendre, maîtriser l'hypnose profonde, également aux éditions du Nou, où on reprend un certain nombre de choses. Cette notion de profondeur de l'hypnose, elle est assez ancienne. Déjà, De Faria avait le premier parlé de la suggestion.
qui permettait d'amener ce qu'il appelait donc le sommeil lucide. Et on voit d'emblée que la question de la profondeur et de la nature de l'hypnose va être questionnée par le biais de cette thématique que l'on appelle la suggestion, la suggestibilité, c'est-à-dire la capacité de quelqu'un à répondre à une influence portée par le langage, une demande portée par le langage que l'on va appeler la suggestion. Alors, la suggestion, la question a été pendant un temps, mais je ne vais pas m'appesantir dessus parce que ce n'est pas la question ici, de savoir si ça menait réellement à un état, l'état hypnotique, la transe comme état, ou bien est-ce que c'était quelque chose qui était construit. Des auteurs comme White, Sarbin ou bien Barber on dit qu'en fait, les pratiques de transe et l'hypnose en particulier étaient en fait des phénomènes qui étaient uniquement construits dans la relation, c'est-à-dire que les pré-représentations que l'on en a, la façon d'être guidé, suffiraient, selon ces auteurs, en fait, à produire les manifestations chez les personnes. Il y avait par ailleurs donc les défenseurs de l'État qui disaient qu'en fait, la suggestion, telle que isolée et décrite par Faria, amenait en fait à un état particulier avec des caractéristiques propres. On a eu comme ça deux écoles particulières qui ont coexisté, et donc, comme je disais, des tenants comme Hippolyte Bernheim, Theodor Barber, qui finalement ne voyaient pas trop de différence entre l'état hypnotique et l'état ordinaire, disaient que ça ne différenciait pas fondamentalement, et donc on proposait en fait que l'hypnose ne soit que le produit de la suggestion. Et que donc les différents niveaux de profondeur que l'on allait obtenir, la phénoménologie, le vécu, c'est-à-dire la façon dont les patients rapportaient leurs expériences, était simplement en fonction de la suggestion. Il y avait quand même un contre-argument assez important en fait à cette théorie-là. Ça l'invalide pas complètement, mais ça montre qu'elle n'explique pas tout et que sans doute, comme souvent, entre la poule et l'œuf, on est au milieu, quoi, et donc c'est à la fois la suggestion et l'état. Il y a donc des éléments en fait qui montraient que ce courant-là en fait ne pouvait pas tout expliquer, et c'est notamment le fait que la suggestion n'explique pas les phénomènes spontanés. Lorsque le marquis de Puységur utilise ce qui à l'époque s'appelait le magnétisme animal auprès de l'un de ses... un vassal qu'il avait qui s'appelait Victor Ras, et bien Victor ne réagit pas du tout comme il aurait dû réagir, c'est-à-dire partir vers une crise magnétique, mais il va rentrer en fait dans une forme comme ça de sommeil, ou en tout cas un état dans lequel il y a à la fois des traits du sommeil et à la fois des traits vigiles, ce que Puységur va appeler le somnambulisme. Ça, c'est un phénomène spontané, le somnambulisme, tel que défini par Puységur, qui n'est pas explicable par la suggestion, puisque avant Victor Ras, ça n'existait pas. Également, la suggestion, en fait, ne permet pas d'expliquer des signes qui ne sont pas induits par la suggestion, car encore une fois, ils n'avaient pas été isolés. Et je vous indiquais en particulier la question de la distorsion du temps, et c'est notamment l'ouvrage de Lynn Cooper de 48, sur lequel Milton Erickson a beaucoup travaillé, qu'il va reprendre d'ailleurs par la suite, et pour lesquels donc la distorsion du temps, parfois les amnésies qui étaient présentes, n'étaient pas en fait à l'époque décrites comme vraiment appartenant en fait au champ de la transe et de la transe hypnotique en particulier. Donc ça ne pouvait pas être suggéré non plus. Donc il y a à la fois quand même l'idée que la profondeur de l'hypnose est liée à la suggestion et c'est la réalité. Et il faut garder quand même en tête que quelque chose échappe quand même à cette question de la suggestion. Finalement, comment est-ce que l'on va comprendre les choses, on va dire un peu plus aujourd'hui? On va d'abord valider le fait que les phénomènes hypnotiques peuvent être suggérés, mais qu'en fait, elles ne sont pas construites à partir de rien, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont produites par le sujet, c'est-à-dire que l'hypnose va être vue comme étant une compétence de l'être, de la personne, réveillée par la suggestion, pour dire les choses autrement. Et c'est un peu là que l'on va retrouver la notion d'inconscient chez Milton Erickson, en tout cas l'idée qu'il s'agit d'une aptitude, l'hypnose réveillée par la suggestion, mais non produite uniquement par la suggestion. Par contre, ce que l'on va valider, c'est le fait que la profondeur de l'hypnose est fonction d'un travail de la suggestion. Comme le disait Wetzenhofer, qui est un grand expérimentaliste en hypnose, on est en transe ou on ne l'est pas. Et à l'intérieur de la transe, il va y avoir un certain nombre de signes qui doivent être présents, et on peut faire varier ces signes par des suggestions, et cela va définir, comme on va le voir tout à l'heure, des phénoménologies particulières, c'est-à-dire des tableaux, des ressentis et des vécus particuliers. Sans doute d'ailleurs que cette façon de voir n'est pas spécifique de l'hypnose, même si évidemment là pour l'instant je ne parle que d'hypnose.
Alors quels sont ces signes qui vont définir la transe hypnotique, en tout cas, que l'on va retrouver là-dedans? Alors ça a varié selon les auteurs. Le Cron en a cité 17 qui vont être repris par Hilgard, en tout cas remaniés par Hilgard. Alors, dans les 17 signes, ils sont, voilà, encore une fois, ils peuvent être variés selon la suggestion, mais on retrouve dans les 17 signes la fixité du regard, hein, ce que l'on appelle parfois le regard de transe, la diminution du clignement des yeux, la dilatation des pupilles, une certaine immobilité de la personne, une sorte de teint comme ça un peu cireux, ou bien la catalepsie d'un membre qui va apparaître, le ralentissement psychomoteur, la notion de littéralité, c'est-à-dire le fait de se conformer strictement à une interprétation, à une suggestion qui va être donnée, le manque de spontanéité ou d'initiative, le manque de sens de l'humour, ce que les auteurs ont appelé la logique de transe ou la logique proche du rêve, c'est-à-dire une façon comme ça d'être dans une diminution de la rationalité, du sens commun, pour dire les choses de cette manière-là. L'apparition d'une anesthésie spontanée, donc non suggérée. La dimension de la compulsion, c'est-à-dire que la personne se sent finalement assez engagée à devoir réaliser l'acte qui lui a été suggéré, sous peine de ressentir une anxiété ou une forme de culpabilité. L'hypersuggestibilité, et ça, toutes les études sont vraiment d'accord depuis le début en fait, des travaux en hypnose. Être en hypnose augmente le niveau de suggestion en fait, chez les personnes, quelles que soient les personnes qui sont en face. Et cette hypersuggestibilité, on va dire généralisée à l'ensemble des individus, est comme finalement une sorte d'automatisme lié à l'état hypnotique, la dimension du rapport, qui est l'une de mes thématiques de recherche particulières, c'est-à-dire être en transe hypnotique, modifie le rapport que l'on a notamment à celui qui nous accompagne. Il va y avoir également, c'est le 15e signe, donc une amnésie spontanée, donc suggérée, la dimension de la régression et également une dissociation qui a été largement développée depuis Janet jusqu'à nos jours. Et là, on a donc les 17 signes auxquels on peut plus ou moins s'intéresser, mais qui en tout cas peuvent être travaillés par la suggestion et qui vont donner, comme des sortes d'ingrédients d'une recette de cuisine, la phénoménologie de l'hypnose. Finalement, dans cette façon de pouvoir approcher les choses, des auteurs vont montrer que, donc il y a des phénoménologies particulières, et des auteurs comme Tartre, comme Hilgard, comme Cardenia, qu'on a aussi la chance d'accueillir aujourd'hui et que nous allons entendre tout à l'heure, vont montrer que il y a des spécificités à la transe hypnotique et à la transe hypnotique profonde en particulier. Et que lorsque, notamment par suggestion, on emmène les personnes dans un niveau de profondeur de transe suffisant, eh bien, l'état hypnotique va être assimilable à l'extase mystique et à des expériences anomales, ce dont va parler Hetzel tout à l'heure. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que lorsque la personne est vraiment dans un état de transe assez important, eh bien, la suggestibilité disparaît. Autrement dit, les personnes ne sont quasiment plus, voire plus du tout, sujets en fait à la suggestion. On peut faire les suggestions que l'on souhaite. Justement, la dimension de compulsion dont je parlais tout à l'heure ne va plus être présente. Et ça reste finalement assez mystérieux. Ça a ouvert pas mal de théories, notamment sur la dimension des liens qui peuvent exister entre la transcendance et l'hypnose. Et puis des auteurs comme Shor, je vous ai juste mis la définition, je ne vais pas avoir l'occasion ici, le temps en tout cas de pouvoir la définir, mais qui montrait que la profondeur hypnotique peut être définie comme quelque chose de complexe, avec 3 dimensions particulières. La dimension de l'implication dans la prise de rôle hypnotique, donc on retrouve l'idée de Servien, de White, de Barber, en fait, que quelque chose est de l'ordre de la mise en scène, ce que j'appelais pour ma part le petit théâtre de l'hypnose, en fait, qui va être important dans cette question de l'hypnose et de l'hypnose profonde en particulier. La dimension de la transe, l'état de conscience modifié, doit être présent. Et puis la dimension de l'implication archaïque, c'est la dimension de la relation, c'est la dimension également de la régression, qui était l'un des items qui avait été cité jusque-là.
Je vous disais, avec ces différents ingrédients, en hypnose, on a montré que hypnose avec suggestion, des niveaux de profondeur étaient présents, qu'elle est menée en fait à des vécus particuliers. Il y a eu, en fait, dès le XVIIIe siècle, des tableaux cliniques qui ont été dessinés avec des niveaux de profondeur qui définissaient en fait des vécus, des phénoménologies différentes de ces trans hypnotiques. Alors, je vais vous en citer quelques-unes, évidemment partiellement, on ne va pas toutes les faire ici. C'est d'abord celle de Puységur, la notion de lucidité des somnambules, et qui allait varier, cette lucidité, selon la profondeur de l'état. Lorsqu'on est au premier niveau, eh bien, les somnambules ont une certaine connaissance de leur propre maladie, et puis quand c'est un peu plus profond, ils ont aussi une connaissance des remèdes, puis ils ont une connaissance des remèdes et aussi de la durée du traitement, et au niveau le plus profond, ils peuvent avoir ces connaissances non seulement pour eux, mais aussi pour les autres personnes. Il va y avoir également la phénoménologie, ou plutôt les vécus tels que décrits en fait. Alors d'abord par Liébaud, et ensuite Bernheim va un peu remanier ça, mais pas sur le fond. Donc j'ai un peu assimilé les deux. Liébaud et Bernheim, qui globalement vont dire il y a des ressentis différents suivant que l'on est plutôt dans le sommeil léger jusqu'à l'état somnambulique. Ils disent que finalement le niveau le plus simple et aussi le plus léger, le moins profond en fait de la transe, c'est lorsqu'il y a un relâchement du tonus, une perte de l'initiative, et puis lorsqu'il y a cet approfondissement qui va se faire, donc avec encore une fois, je recite ce que je disais tout à l'heure, les trois dimensions, c'est-à-dire à la fois l'encodage culturel, ce qui est dit avant également de la pratique, ce qui est dit pendant la pratique, la deuxième dimension qui est la dimension individuelle, et la troisième dimension qui est la dimension de l'interrelation. Quand il y a cet approfondissement en fait avec ces trois éléments, eh bien, on voit apparaître des signes comme la catalepsie quand elle est suggérée, des automatismes, la restriction de l'attention, l'amnésie partielle au réveil qui va être là. Et puis quand on est dans quelque chose d'encore plus profond et que l'on est vraiment dans les derniers niveaux, c'est-à-dire les niveaux les plus profonds, eh bien, il y a l'amnésie complète qui va être là au réveil, le potentiel hallucinatoire qui va être là, le rapport de soumission qu'il va y avoir envers l'hypnotiseur, et le potentiel hallucinatoire va être toujours présent en fait au réveil. Également, la phénoménologie un peu plus tardive en fait de David et Husband, qui en fait vont dire finalement plus les signes sont rares et plus cela veut dire qu'on est à un niveau profond. Et donc, plus le sujet va ressentir des choses qui sont profondément inhabituelles et pas forcément partagées par d'autres, et plus on pourra dire que sa transe aurait été profonde. Je ne vous liste pas les 30 indices qu'ils ont trouvés, mais globalement, j'ai pris 4 points de repère particuliers pour leur approche. On retrouve, comme dans la nomenclature précédente, que ça commence par des indices de relaxation, c'est l'état le plus léger, apparaissent les phénomènes de catalepsie, c'est-à-dire de rigidité notamment suggérés qui vont être là, automatiques, les différents effets dissociatifs qui vont être là, l'amnésie, l'anesthésie, parfois des changements de personnalité qui vont être présents, et puis la capacité du sujet à répondre à des suggestions post-hypnotiques et à vivre des hallucinations qui peuvent être positives mais aussi négatives. Et puis je vais citer enfin ce qui est probablement les plus connus dans le milieu de l'hypnose, c'est-à-dire les échelles de Stanford, notamment construites par Watzenhofer et Hilgard, à la suite notamment de Hull, pour ces échelles-là. Alors il y a plusieurs en fait échelles. Globalement, le principe il est assez simple. On lit un texte très centré donc sur la suggestion, qui est un texte d'ailleurs assez long pour vraiment que le patient soit mis en condition, et puis il y a ensuite une douzaine, ça varie selon les échelles, mais il y a une douzaine en fait d'indicateurs, d'items que l'on va tester, qui peuvent être plutôt moteurs, plutôt idéatifs. Donc il va y avoir des profils en fait qui vont être testés suivant les différentes formes d'échelles qui ont été amenées, et puis d'autres échelles ont été construites. Je vous en ai mis là quelques-unes sur cette diapositive. Si je faisais une petite synthèse, je dirais qu'en tout cas, de ce que l'on a appris finalement de l'hypnose et de la profondeur, c'est que on est dans quelque chose qui est de l'ordre d'un état, mais aussi qui va varier selon la suggestibilité. Vraiment, les trois phénomènes d'influence dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire
la dimension de la culture, ce qui est amené et ce qui est dit pendant la séance, la deuxième dimension qui est la dimension individuelle, la troisième dimension qui est la dimension de l'interrelation, qui va varier, qui va faire bouger le vécu de la personne, la phénoménologie par rapport à une forme de transe, quelle que soit cette forme de transe. Mais la transe est en partie construite, elle n'est pas si universelle que ça, même s'il s'agit d'une compétence, il y a un noyau premier. Quand on parle de transe, on parle de quelque chose qui est en partie construit, et à partir de ces éléments-là, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Eh bien, que l'on peut amener par des suggestions, par une façon de manier les trois dimensions, la personne à avoir un certain vécu de ce qu'elle est en train de vivre, et qu'on y réfléchisse en termes de profondeur, ou en termes finalement de la façon dont la séance va être construite. Eh bien, on peut décrire les choses, les trans dans leurs différentes variabilités. Je vais maintenant répondre à la question qui se posait, c'est-à-dire, et ce sera mon élément de conclusion, est-ce qu'il existe un portrait robot finalement de la personne en transe? Alors j'ai repris les différentes études qui existent, et pas simplement dans le champ de l'hypnose, également dans d'autres pratiques, et on se rend compte qu'effectivement, au-delà des éléments que j'ai cités, de profondeur, etc., eh bien, il y a des éléments que l'on retrouve de ce qu'est une personne qui est en transe, et donc je vais vous proposer le portrait robot suivant à partir de ces données issues de la littérature scientifique, qui inclut bien sûr aussi et particulièrement les vécus des gens à propos des expériences qui font des expériences de transe au pluriel. Eh bien, il s'agit... Quelle est cette personne finalement qui est en transe? Quel est son portrait robot? Eh bien, il s'agit d'une personne qui connaît un moment de confusion, de dérèglement des sens. On retrouve l'idée de brusquerie tout à l'heure, induit par une manœuvre, une stratégie ou bien un rituel. Cela va amener cette personne dans un espace-temps comme suspendu. Il va y avoir des premiers mouvements automatiques qui vont apparaître, qui vont installer un certain sentiment d'étrangeté à soi. Il va peut-être y avoir quelques hallucinations subtiles dans un premier temps, parfois un peu plus prononcées. Un sentiment de dépersonnalisation sans doute, et même de façon assez habituelle, même si cette dépersonnalisation peut être discrète. Et puis, il va y avoir également, au travers de cette dépersonnalisation, quelque chose de l'ordre du contact un peu excitant, du confort qui va pouvoir être là. Des glossolalies vont apparaître, des syllabes comme des syllabes d'une langue étrangère, ou peut-être un chant, qui peut accompagner la façon dont le corps semble agité, d'un souffle différent, un souffle que la personne vit autant qu'elle est en train de l'observer. C'est la notion de dissociation. Va-t-elle choisir de suivre ce souffle-là? Eh bien, pourquoi pas? Alors, elle peut par exemple se saisir d'un objet, se rendre compte que la force et l'endurance sont provisoirement modulées, elles aussi, souvent dans le sens d'un accroissement. Et dans cet espace-temps qui est souvent vécu comme étant suspendu, eh bien, des contenus peuvent être là. Des présences, des signes, des couleurs, parfois des formes, des ressentis, peut-être même des émotions qui arrivent un peu en désordre. Parfois peu, parfois elles peuvent être très bousculantes. Si cette personne-là, qui est en état de transe, est accompagnée, eh bien elle pourra sentir la présence de son guide auprès d'elle, qui assure sa sécurité. Mais dans quelle réalité cette guidance est en train de se dérouler? Car cette dynamique amène plus loin, plus fort, plus au-delà. Être en transe, c'est apprendre de l'instant que l'on est en train de vivre, un au-delà de la conscience et des mondes, ce que l'on va appeler transcendance, ou un au-delà de son juste soi, un réenracinement, une ouverture interne comme un espace dans l'espace premier, ce que l'on va appeler une immanence. Et puis cette petite musique du retour, des notes comme des variations énigmatiques d'une partition bien orchestrée ou d'une autorisation à improviser dans un cadre et des implicites que la répétition de ce phénomène amène à connaître et à intégrer. Cette personne qui est en transe, à l'issue de cela, n'est déjà plus tout à fait la même. Elle a changé, elle a appris. Et peut-être est-elle déjà un peu vous, si vous-même l'avez rejoint dans cet état en particulier. Je vous remercie pour votre attention. Encore merci pour votre présence, ainsi que celle des intervenants qui vont se succéder maintenant. Et voici les deux ouvrages que j'ai cités dans cette intervention. Bonne journée de colloque à chacun d'entre vous.